Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Grand Format, votre émission de débat sur le 360. C'est une affaire qui a défrayé la chronique ces derniers jours dans le milieu des affaires. Le 3 août 2022, le Conseil de la concurrence a infligé une sanction pécuniaire de 3 millions de dirhams à l'encontre de l'ordre des experts comptables. Le Conseil de la concurrence reproche à cet ordre d'avoir mis en œuvre des pratiques qui faussent le libre jeu de la concurrence. Pour parler de cela, je reçois aujourd'hui le président de l'ordre des experts comptables, Amin Baqili. C'est tout de suite dans Grand Format. Amin Baqili, bonjour. Bonjour. Né en 1973 à Casablanca, docteur en sciences de gestion à l'université Hassan II de Casablanca, vous êtes aujourd'hui expert comptable et commissaire aux comptes, diplômé de l'ISCAE. Fort d'une expérience de plus de 20 ans, vous dirigez le cabinet BDO, la succursale marocaine du réseau international BDO, spécialisé dans le conseil, l'audit et l'expertise comptable. Le 10 mars 2020, vous avez été élu à la tête du Conseil national de l'ordre des experts comptables. Bien, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc comme je l'ai rappelé en préambule de cette émission, l'ordre des experts comptables est accusé de pratiques anticoncurrentielles. Le Conseil de la concurrence vous reproche d'avoir exigé de vos membres un montant minimum d'honoraires, 500 dirhams l'heure. Pourquoi un prix minimum et qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place un prix minimum? C'est vrai que dernièrement, nous avons fait l'objet d'une sentence de part du Conseil de la concurrence par rapport à une directive sur les honoraires. Je tiens à préciser tout d'abord que cette directive d'honoraires ne concerne que 10 à 15% de nos activités. Il faut savoir que l'expert comptable, il exerce deux sortes de missions. Donc, il exerce tout ce qui est métier classique, tout ce qui est tenue de comptabilité, supervision, conseil juridique, fiscal et stratégique. Et ça représente à peu près 80 à 85% de nos activités. Et cette activité, nous la partageons avec les comptables agréés, avec d'autres cabinets de conseil. Par contre, nous avons le monopole de l'audit et du métier de l'assurance. Ça représente entre 15 et 20%. Et cette norme d'honoraire, elle concerne uniquement cette partie-là, la partie réglementée. Donc nous l'avons fixée parce que le Conseil national a estimé... Juste la partie audit. Et juste la partie audit. Et qui dit audit, dit aussi commissariat au compte. Commissariat au compte. Donc audit légal et contractuel. Commissariat au compte et audit. Et généralement, cette fixation n'a pas été le fruit du hasard. Nous l'avons fait pour augmenter la qualité des missions de l'audit. Et je vais parler après. Alors, on va entrer dans exactement. le fond Uniquement, c'est pour respecter déjà les normes de l'IFAC et ce que font plusieurs pays à travers le monde. Bien, mais déjà une question sur le timing. Parce que là, ce n'est pas une nouvelle affaire. On entend parler de cette problématique d'honoraires et de prix minimum depuis pratiquement janvier 2020. Pourquoi ça a traîné tout ce temps? Au fait, cette norme a connu une évolution graduelle. Parce qu'au départ, on avait toujours une norme honoraire. Sauf que ce qui a changé, au départ, on avait une norme en termes de budget horaire. On avait une norme parce qu'en fonction de la taille de l'entreprise, il y a un budget horaire qu'il faut calculer. Donc au départ, on avait une norme en termes de temps. Mais à partir de 2019, et précisément la fin de 2019, début de 2020, nous avons estimé que ce barème horaire ne règle pas le problème de la qualité. Et nous avons fixé pour ces missions réglementées un minimum de 500 dirhams. Mais ça, l'entrée en exécution de cette norme, à date d'aujourd'hui, entre parenthèses, c'est une norme qui n'a jamais été plus ou moins appliquée, parce qu'il est entré en vigueur le 1er janvier 2020, après il y avait Covid, et en septembre, on a reçu la requête du Conseil de concurrence. Donc à date d'aujourd'hui, c'est une norme qui n'a pas été appliquée. Nous n'avons pas encore mesuré l'impact de cette norme et aujourd'hui, c'est une norme qui n'a pas vu le jour, en fait.
Alors maintenant, vous contestez un peu la décision du Conseil de la concurrence. Dans un courrier adressé à vos membres, vous dites que vos avocats ont relevé des irrégularités de fond et de forme dans la conduite de la procédure administrative effectuée par le Conseil de la concurrence. Commençons d'abord par vos remarques par rapport à la forme. Qu'est-ce que vous reprochez à la décision du Conseil de la concurrence ? Donc il y a plusieurs irrégularités. Moi, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail parce que je vais laisser au tribunal d'en trancher. Mais bon, la forme, il y en a plusieurs. Je vais commencer déjà par les modalités de convocation. On a été, certaines audiences du Conseil de concurrence convoquées par des médias, mais pas de manière officielle. Et les convocations se font une durée vraiment qui ne respecte pas les délais légaux. Donc ça, c'est un exemple d'un des vices de forme qui ont entaché cette procédure. Il y a également un autre exemple que je peux citer, je vais m'arrêter là pour les vices de forme. Déjà, le départ de cette procédure, c'était une demande d'avis qui a été déposée par un confrère auprès du Conseil de concurrence. C'est une demande d'avis qui ne concerne pas la norme honoraire. Il concerne... Donc ce n'est pas une saisine ou une autosaisine de la part du Conseil de la concurrence. Non, c'est une demande d'avis qui a été déposée par un confrère concernant le canevas type qui a été préparé, le canevas type des missions d'audit des entreprises publiques qui a été préparé par la DEPP. Et la direction des entreprises publiques et de la privatisation. La direction des entreprises publiques. C'est une direction qui relève du ministère des Finances qui a été préparée. Et ce confrère a demandé l'avis du Conseil de concurrence par rapport à la légitimité de ce canevas type. Et on ne sait pas comment cette demande d'avis s'est transformée en autosaisine du Conseil de concurrence. Ça, c'est un exemple également de différents vices de forme qui ont concerné cette affaire. Voyons maintenant du côté du fond de la décision du Conseil de la concurrence. Le Conseil de la concurrence vous accuse clairement d'avoir violé l'article 6 de la loi 104/12 relative à la liberté des prix et le Conseil de la concurrence, dans ses décisions, il énumère une série de griefs. Je vais citer quelques-unes. Il vous accuse d'avoir constitué une entente en pratiquant ce prix minimum et à travers cette entente, vous limitez l'accès des entreprises, notamment les PME, au marché des services d'audit comptable et financier à des prix concurrentiels. Qu'est-ce que vous en dites ? Avant de vous répondre sur cette question, je vais vraiment vous apporter quelques éclaircissements par rapport à l'ordre des experts comptables et par rapport au métier de l'audit, qui est un métier vraiment très spécifique. L'ordre des experts comptables, moi je pense qu'avec tout le respect que je dois au Conseil de concurrence, ils n'ont pas bien saisi la fonction de l'ordre. L'ordre aujourd'hui d'experts comptables, l'ordre, c'est un organisme de régulation. Je souligne régulation, donc c'est un organisme de normalisation et de régulation, et ce n'est pas un groupement professionnel, une association ou là, un groupement de cabinets. L'ordre, donc, je souligne, c'est un organisme de régulation, et la profession, c'est une profession dûment réglementée. Je parle là de la partie audit objet de cette procédure. La mission de certification des comptes ne peut être régularisée ou là, on ne peut pas être traité comme un marché de concurrence libre parce que ce n'est pas un marché de concurrence libre, c'est un marché qui est réglementé. Et généralement, la compétence du Conseil de concurrence agit quand il y a existence de deux agents économiques en situation de concurrence. Alors que l'ordre n'est pas un agent économique. Et je vais vous citer deux. Il y a de la concurrence entre les experts comptables. Oui, il y a de la concurrence entre les experts comptables, mais lors des experts comptables, cette concurrence, elle est un peu spécifique. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, pour revenir à l'histoire de l'ordre. L'ordre, aujourd'hui, qui a été normalement, le Conseil de concurrence a dit que au sein de l'ordre, on a fait une corporation pour fixer un barème de l'ordre. Selon l'article 1, l'article 1er de la loi 104/12, la loi de la liberté des prix et de la concurrence,
Et l'article 1, il fixe le champ d'application de cette loi. Donc cette loi, elle s'applique à toutes les entreprises de production, de distribution et de services, quels que soient les opérateurs, même si les opérateurs sont des personnes morales d'intérêt public. Mais quand ils sont des entités ou des agents économiques. Mais la loi ne s'applique pas quand l'entreprise ou quand l'organisme exerce une mission d'intérêt public, donc un service public. L'ordre des experts comptables en tant qu'entité, il est hors champ. Il n'est pas dans le champ d'application de la loi sur les prix et la concurrence. D'ailleurs, dans l'article, je vous ai cité le premier article, mais je peux vous citer le dernier article de la même loi, de la concurrence. Cet article, il précise quand il y a des organes de régulation, la relation entre ces organes de régulation avec le Conseil de concurrence, il peut soit être régi par des dispositions qui sont même dans les lois des organes de régulation, mais en l'absence de ces dispositions, et normalement, le Conseil de concurrence doit sortir un texte réglementaire. Et à date d'aujourd'hui, ce texte réglementaire n'a pas vu le jour. Donc, pour revenir, pour bien vous expliquer les choses, le métier de l'audit. Le métier de l'audit aujourd'hui, c'est un métier qu'il faut traiter de manière très, très particulière. Parce que c'est un métier, généralement, quand on vend un service, c'est une relation entre un client et un fournisseur. Alors qu'un audit, c'est une relation très partie. Pourquoi? Parce que nous avons un contrat avec une entreprise que nous auditons. C'est l'entreprise qui nous paye, mais le client, c'est qui? Ce n'est pas l'entreprise. Le client, c'est les actionnaires, c'est les tiers, c'est l'État, c'est les bailleurs de fonds, c'est le public. Donc cette relation... Que risque la profession dans ce cas-là? Que risque la profession si on laisse jouer le libre jeu de la concurrence et le libre jeu de l'équilibre entre l'offre et la demande? Autrement dit, en quoi un prix inférieur à 500 dirhams, s'il est proposé par l'un de vos confrères, il remet en cause la fiabilité de la certification ou de l'information financière d'une entreprise donnée? Ce qu'il faut savoir, c'est que tout tourne autour de la spécificité du métier de l'audit du commissariat aux comptes. C'est un métier d'intérêt général. Quand je dis intérêt général, c'est qu'aujourd'hui, l'auditeur, c'est un garant. Il vend de l'assurance. Il vend de la fiabilité des informations financières. Donc c'est le garant, et c'est un protecteur de l'épargne, et c'est le garant de l'environnement, l'environnement économique. Maintenant, l'ordre des experts comptables, du moment que c'est un métier réglementé, c'est l'ordre qui, en quelque sorte, régit les relations entre les confrères dans ce marché-là. J'ai oublié de vous dire que l'ordre, il a 4 missions principales. La première mission, comme on a dit, c'est la normalisation. C'est l'ordre qui normalement édicte les normes professionnelles, les normes, les diligences de travail, et les directives et les avis. L'ordre, il a une fonction déontologique à travers la discipline et à travers la gestion du tableau. Donc aujourd'hui, c'est un marché réglementé dans le sens où c'est un marché de concurrence, c'est pas un marché de concurrence libre. C'est-à-dire que l'ordre, c'est lui qui fait les inscriptions et c'est l'ordre qui procède aux radiations. Donc, pas n'importe qui peut exercer ce métier. Parmi les fonctions de l'ordre, la formation. Aujourd'hui, la formation est obligatoire. Chaque membre de l'ordre doit normalement justifier chaque année de 40 heures minimum de formation. L'ordre il fait des formations obligatoires dans ce sens. Et également, il ne faut pas oublier le contrôle qualité. Aujourd'hui, l'ordre, son principal souci, c'est le contrôle qualité à travers des missions permanentes qui visent à respecter le respect des diligences et à travers des missions exceptionnelles en cas de problème, en cas de litige, en cas de discipline. L'ordre peut vérifier les dossiers d'audit des confrères. Mais tout cela ne vous empêche pas de laisser les experts comptables proposer les prix qu'ils estiment, disons, rentables pour chaque cabinet, mais vous avez toujours la latitude d'intervenir et de sanctionner les experts comptables qui ne prennent pas les diligences nécessaires. Oui, je suis d'accord avec vous, mais nous, de par l'expérience dans la gestion des questions ordinales, aujourd'hui, le métier, il est trop spécifique. On vend le contrôle. Quand on vend le contrôle, les entreprises qui payent ce contrôle, et je vais pas généraliser, mais la plupart des entreprises, ils cherchent pas
la qualité de ce contrôle. Ce qu'ils cherchent, eux, c'est un rapport, c'est une attestation. Maintenant, qui court derrière cette qualité, cette assurance? C'est l'organe de régulation. Parce que généralement, l'assurance, normalement, il doit être supporté, il doit être normalement suivi par l'État. Nous, on est en train d'exercer un des métiers de l'État. L'État, normalement, c'est elle qui doit s'occuper du contrôle de ce métier-là, comme il peut s'occuper du contrôle du notariat, par exemple. Mais à travers la loi, il a confié cette mission à l'ordre des experts comptables qui cherchent. Aujourd'hui, je vous ai parlé du barème du budgetant. Vous savez, quand on parle de qualité de l'audit, on est obligé d'évoquer deux piliers importants, la compétence et l'indépendance. Quand je fais l'audit, je dois être indépendant à 100%, être et paraître, indépendant, et je dois être compétent. Les deux piliers, généralement, quand on veut les étudier, c'est des piliers difficilement cernables. Ils sont subjectifs. Ils dépendent de l'auditeur lui-même, il dépend également de la qualité des missions d'audit. Mais généralement, quand on parle, c'est vrai que l'indépendance, c'est une situation, mais la compétence, c'est le respect au nom des diligences. Les diligences, les normes d'audit aujourd'hui, c'est un ensemble de pratiques et des travaux qu'un expert comptable, un auditeur doit faire de manière obligatoire. Nous savons que pour faire une telle mission, il doit faire 200 heures par exemple. Maintenant, s'il prend un petit budget, le risque pour nous, c'est quoi? C'est qu'il zappe quelques diligences, qu'il oublie quelques diligences. Et le risque, c'est quoi? C'est d'avoir un audit de moindre qualité. Et automatiquement, ça va causer un problème pour l'environnement, hein. Pas uniquement pour l'entreprise. Je vous ai dit que le client, ce n'est pas l'entreprise. Le client, c'est l'environnement, c'est les tiers, hein. Alors, le Conseil de la concurrence vous a proposé une option transactionnelle, une sorte d'arrangement qui aurait pu permettre à l'ordre de minimiser ou de réduire le montant de l'amende. Mais vous avez refusé cet arrangement. Pourquoi? Effectivement, lors de nos différents échanges avec les rapporteurs généraux au sein du Conseil de la concurrence, c'était question qu'on fasse cet arrangement amiable. C'est vrai que l'indemnité, normalement, ça doit être une indemnité vraiment symbolique. Mais nous avons refusé parce qu'en acceptant ce deal, on accepte les griefs. Mais aujourd'hui, l'ordre, il est dans sa légalité. L'ordre, il est garant, c'est le garant de la loi. On ne peut pas se permettre de ne pas respecter la loi. Et donc vous ne voulez pas reconnaître les griefs? Non, on ne reconnaît pas les griefs parce que nous, on est sûr de notre position. D'ailleurs, je reviens à l'article 6. Tout à l'heure, vous avez évoqué, parce que aujourd'hui, les griefs, vous avez cité l'article 6. Aujourd'hui, le Conseil de concurrence, il prétend que l'ordre des experts comptables n'a pas respecté l'article 6 sur la liberté de prix, donc qui interdit un certain nombre de pratiques. Mais ils ont oublié de citer l'article 9, parce que l'article 9, il exempte l'ordre des experts comptables de l'application de l'article 6. L'article 9 qui dit qu'à chaque fois qu'il y a un texte ou un règlement, l'article 6 et l'article 7 ne s'appliquent pas. Aujourd'hui, si on rentre dans la loi 1589, la loi de l'ordre des experts comptables, la loi de notre profession, selon l'article 24, cette loi nous donne le droit de faire un code de devoir professionnel. Donc c'est finalement une interprétation différente de la loi. Nous avons aujourd'hui le Conseil de la concurrence d'une part, qui se base sur l'article 6, et l'ordre des experts comptables d'autre part, qui se base sur l'article 9. Et nous avons un décret. Là, nous avons un décret, le décret de fin décembre 2019, qui a été publié en janvier 2020, et qui nous donne le droit, clairement, implicitement, de fixer un minimum si le Conseil national l'estime. Maintenant, s'il y a un problème, ils n'ont qu'à annuler le décret. Nous, on va retirer le... Mais le dernier mot revient à la justice. Bien sûr. Le débat sera tranché à la justice, puisque vous avez décidé d'interjeter appel. Est-ce que vous avez lancé la procédure? Oui, la procédure, elle est déjà lancée. On va déposer le dossier incessamment. Qu'est-ce que vous comptez faire si vous n'obtenez pas gain de cause?
Nous, aujourd'hui, on est confiant de notre position. Et aujourd'hui, si on n'obtient pas gain de cause sous l'appel, peut-être qu'on va passer à la cassation. Hein. Si vous perdez en cassation, ils vont nous pousser vraiment des solutions extrêmes. Hein. Il y a des antécédents. est-ce qu'on peut imaginer une démission des membres du Conseil? Moi, je ne vais pas parler au nom du membre du Conseil, mais moi, personnellement, je vais démissionner. Hein. Moi, je vais parler... Moi, personnellement, je peux démissionner parce qu'on est confiant de notre position. Nous n'avons pas fait quelque chose d'illégal. Nous avons appliqué un décret. Le décret, il n'a pas été préparé par nous. Le décret sort du SGG, du chef de gouvernement. Donc aujourd'hui, la norme, c'est l'émanation de ce décret. Donc pour vous, on applique un décret. C'est une décision injuste. Injuste. Et s'agissant du montant, 3 millions de dirhams, est-ce que la trésorerie de l'ordre des experts comptables est en mesure de supporter ce montant? Déjà, nous n'arrivons pas à comprendre ce montant. Et vraiment, c'est un montant très, très exagéré. Hein, très exagéré, 3 millions de dirhams. Vous savez que selon l'article 39 de la loi sur la concurrence, le montant, si la personne n'est pas une entreprise, le montant maximum, c'est 4 millions de dirhams. On a plus ou moins le maximum. On a eu pratiquement 3 millions de dirhams. C'est 4 millions de dirhams, plus ou moins. Et pour les entreprises, c'est 10% de chiffre d'affaires. J'attire votre attention que le montant des cotisations de cet exercice-là, il est de 4 millions de dirhams. Donc pratiquement, la sentence, il est du même montant que les cotisations. Cette année, par coïncidence, nous avons fait un excédent de 300 000 dirhams. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'amende, elle est égale à 10 fois l'excédent de l'ordre. Donc ça va vraiment nuire au fonctionnement de l'ordre. Maintenant, il est disproportionné par rapport... Il est disproportionné, injustifié. Maintenant, j'aimerais bien parler un peu sur comment, généralement, on fixe cette amende. L'amende, normalement, il est justifié quand on fait une entrave grave au pays, à l'économie du pays. Ça, on n'a pas fait. Normalement, on est sanctionné quand on fait quelque chose de très très grave à notre métier, on n'a pas fait. Quand il y a une entreprise plaignante, on n'a pas une entreprise plaignante. Donc, aujourd'hui, c'est un montant qui est vraiment très, très exagéré. Hein. Dans la décision du Conseil de la concurrence, le Conseil vous a donné un délai de 60 jours pour corriger le tir et retirer ces dispositions anticoncurrentielles de vos documents. Est-ce que c'est déjà fait? Ce n'est pas encore fait parce que nous allons déposer un appel et je pense que l'appel va annuler ces dispositions-là. Donc il va retarder ces dispositions. Donc, justement, si on veut voir ce qui se passe à l'international, est-ce que vous avez une idée sur la pratique dans d'autres pays à économie libérale? Est-ce que la pratique du prix minimum est une pratique courante? Généralement, quand on a commencé à réfléchir à une norme, à une directive sur les honoraires, on a fait un benchmark. On a fait un benchmark en utilisant la FIDEF. La FIDEF, c'est la fédération francophone qui gère le métier. Et c'est une pratique qui est normalement utilisée au niveau de plusieurs pays à économie libérale plus ouverte que le Maroc. Pratiquement au niveau de tous les pays, l'audit est réglementé et il est géré par un barème horaire. Donc le barème horaire, pratiquement, il existe partout dans le monde. Maintenant, la fixation d'un minimum, c'est vrai que n'est pas généralisé pour le monde entier, mais il y a certains pays qui ont fixé ça pour justement augmenter la qualité des audits et instaurer un climat de confiance par rapport à ces audits. Alors, quelle a été la réaction au sein de l'ordre des experts comptables? Parce que j'ai vu que certains experts comptables demandaient à un certain moment la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. Est-ce qu'il y a une pression sur vous pour agir d'une manière ou d'une autre face à cette décision du Conseil de la concurrence? Je pense qu'au moment du choc, le moment où on a reçu la sentence, on a été vraiment choqués. À ce moment-là, il y avait certains confrères qui ont demandé qu'on fasse une assemblée générale, mais bon, c'était vite fait
passé par aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va le faire, mais pas dans ces circonstances. On va le faire après Inch'Allah. J'aimerais bien ajouter quelque chose par rapport au manuel des normes. Aujourd'hui, l'ordre des experts comptables, il cherche à crédibiliser le métier d'audit. On a parlé du benchmark, mais il y a également un autre benchmark qu'il faut donner comme exemple. Aujourd'hui, il y a certains pays sans les nommer, ils ont perdu toute crédibilité par rapport à cette mission réglementée, cette mission d'intérêt public qui est l'audit. Je vous donne un exemple, il y a certains pays aujourd'hui où les investisseurs étrangers, quand ils veulent faire une opération de restructuration, ils ramènent avec eux des auditeurs externes, des auditeurs internationaux. Pourquoi? Parce que les auditeurs locaux ne donnent pas des audits de qualité. Aujourd'hui, nous, au niveau du Maroc, on veut éviter. On est en train d'attirer les IDE, les investissements étrangers. On est en train de sécuriser l'épargne. On est en train de fiabiliser la recette fiscale. Donc, l'audit, il participe au développement de l'environnement. Et quand je dis l'environnement, c'est de manière générale. Et l'activité de l'audit et de l'expertise comptable est régie par un ministère de tutelle. C'est le ministère des Finances. Ma question, est-ce que vous avez sollicité l'intervention ou l'avis du ministère des Finances par rapport à cette problématique? Franchement, pas encore. Le ministère des Finances, ce n'est pas la tutelle, hein. C'est une tutelle de fait. C'est notre partenaire. Non, même la DEPP, c'est des partenaires stratégiques. C'est nos partenaires stratégiques. Il y a une tutelle de fait, mais elle n'est pas officielle. Nous n'avons pas encore saisi le ministère des Finances parce que quand on a préparé le code de devoir professionnel, on l'a fait ensemble. On l'a fait avec la DEPP. Et aujourd'hui, ça va se faire. Hein. On a demandé audience au ministre, d'accord? Et on va soumettre ce problème parce qu'aujourd'hui, l'ordre n'a pas les moyens pour faire face à cette amende-là. Il y a aussi le Parlement et 6 parlementaires, ils se trouvent être des experts comptables. Est-ce que, là encore, vous avez sollicité l'appui des experts comptables parlementaires pour vous aider à trouver une solution à ce problème? Là, nous n'avons pas encore sollicité, mais bon, c'est une sollicitation automatique. Donc nos confrères qui sont soit dans la première chambre, là, au niveau de la deuxième chambre, ils sont conscients du problème. Ils savent que l'ordre est dans son droit, d'accord? Ils ne vont pas hésiter à nous donner un coup de main, que ce soit directement ou indirectement. D'ailleurs, justement, une question par rapport à la présence des experts comptables au Parlement. Comment voyez-vous l'implication des experts comptables dans la vie politique? Parce que c'est un phénomène nouveau. Oui, c'est un phénomène nouveau, mais bon, ce n'est pas nouveau directement. Mais l'intervention d'experts comptables, c'était toujours... il y avait toujours une relation entre le Parlement et les experts comptables, à travers des séminaires de formation, à travers des séminaires de vulgarisation. On a intervenu, même avant ces parlementaires, il y avait des interventions d'experts comptables au niveau du Parlement. Maintenant, avec ces parlementaires, et par coïncidence, ils sont tous dans les commissions finances au niveau du Parlement. Entre les deux chambres des parlements, 3 ils se trouvent au niveau de la première chambre, les 3 autres 3 dans la deuxième chambre, et ils apportent leur expertise au niveau des différentes commissions, notamment les commissions finances. Un mot sur le nouveau dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les experts comptables sont appelés à jouer un rôle central dans la mise en œuvre de ce dispositif. Vous devrez faire preuve de plus de vigilance et réaliser ce qu'on appelle les déclarations de soupçons. Si j'ai bien compris, la nouvelle loi vous oblige à jouer le rôle de lanceur d'alerte. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans votre quotidien et est-ce que les experts comptables sont prêts à jouer le jeu? Oui, aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. C'est une loi, c'est un dispositif qu'il faut mettre en œuvre. Sauf que la rentrée en vigueur ou l'application avec la DEPP, on est en train de repenser comment on peut faire des mesures, mais de manière graduelle, pour permettre, parce qu'il n'y a pas que les grands cabinets, il y a les grands cabinets, les cabinets de taille humaine. Aujourd'hui, les grands cabinets, ils ont déjà des moyens et des mesures pour respecter ces diligences-là. Mais avec la DEPP, on va essayer, et bien sûr avec les comptables agréés, on va essayer de trouver le meilleur schéma pour essayer d'épouser ces mesures-là, mais de manière graduelle. Et vous en êtes où actuellement? Parce que si j'ai bien compris, aujourd'hui nous avons reçu récemment un questionnaire. Un questionnaire nous avons de conformité. Exact, un questionnaire. On devrait normalement répondre avant le 1er août. Nous avons demandé un report jusqu'au 30 septembre. Et aujourd'hui, j'ai vu certaines voix s'élever pour dire que c'est un questionnaire. C'est un diagnostic au fait.
est-ce qu'il ne tient pas compte des spécificités C'est des vrai, experts comptables? mais c'est un questionnaire qui sert de diagnostic uniquement. Donc c'est un questionnaire qui va donner un diagnostic au ministère des Finances pour montrer l'état d'avancement des professionnels par rapport à ces contrôles-là. Bon, dernière question, vous, les experts comptables, vous êtes quelque part les médecins de l'économie, les médecins de l'entreprise marocaine, de par votre proximité avec les entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la santé actuelle des entreprises marocaines? Franchement, on revient de loin. Vous savez qu'aujourd'hui, on a traversé une zone de turbulence avec la Covid-19. Une zone de turbulence où vraiment on avait beaucoup de doutes quant à la continuité des entreprises, notamment au niveau de certains secteurs d'activité. Je cite le tourisme, je cite pas mal l'événementiel, je cite pas mal de secteurs. Mais franchement, cette année, on a constaté que le degré de résilience des entreprises marocaines est très satisfaisant. Aujourd'hui, l'économie sort doucement mais sûrement de cette zone. Et je pense que on aura une croissance satisfaisante, que ce soit en 2022 ou en 2023. Et ça se voit sur les recettes de 2022 aujourd'hui. 2022 par rapport à 2021, il y avait une progression. 2021 par rapport à 2020. Donc je pense qu'on est dans le bon sens. On n'est pas encore en sortie de crise. On n'est pas encore en sortie de crise. Non, il y a toujours une crise. D'ailleurs, il y a toujours état d'alerte qui n'a pas été encore levé par l'État. Donc on est toujours dans la crise. Mais bon, je pense que la résilience des entreprises marocaines, elle est très bonne. Amin Baqili, président de l'Ordre des experts comptables, merci d'avoir répondu aux questions du 360. Merci beaucoup. Merci. Je tiens à rappeler à la fin de cette émission que le 360 reste à la disposition du Conseil de la concurrence pour apporter tout éclairage additionnel par rapport à ce sujet. Merci, chers internautes, d'avoir suivi cette émission. À très bientôt.